Je suis très honoré d'être ici, évidemment, chez Iris et toute l'équipe, pour vous présenter, effectivement, Khaled l'a dit, mais d'un sujet qui peut paraître simple et qui est effectivement plus complexe qu'il n'y paraît. Et plus je le travaille, ça fait une douzaine d'années que je vis quasiment que là-dessus, non seulement dans l'Institut d'Ébré d'épidémiologie et de santé publique, mais aussi comme chargé de recherche en soins de support à l'Institut du cancer de Montpellier. Et à quel point, quand on va employer un mot qui s'appelle soins de support, finalement, on va arriver à des dizaines et des milliers de pratiques et potentiellement à des choses qui sont extrêmement problématiques. Je ne sais pas si vous l'avez vu hier dans la presse, mais un naturopathe a été condamné pour exercice illégal de la médecine, pour recommander un régime à base du crudivorisme, manger cru, pour guérir le cancer, en disant tout simplement de façon décomplexée qu'on pouvait traiter et guérir un cancer par des régimes d'aliments crus. Et effectivement, aujourd'hui, et peut-être à cause de la Covid, on voit arriver des personnes de plus en plus décomplexées qui viennent dans les centres, qui viennent à proximité des centres, dans des associations, qui viennent à proximité, c'est-à-dire dans des réseaux sociaux, pour capter des patients et dire que finalement, il y a peut-être quelques pratiques qui peuvent être peut-être pertinentes, mais potentiellement dangereuses. Donc, on va essayer de faire un petit tour très rapide et je vous remercie de votre attention sur ce travail. Et on va prendre un exemple très concret. Alors, désolé, c'est tombé sur vous, donc Villefranche. C'est un exemple très concret. On va dans une association de la Ligue contre le cancer et vous voyez, il y a écrit soins, en tout cas soutien psychologique, socio-esthétique, sophrologie, diététique, socio-coiffure, réflexologie. Mais Iris a parlé d'activité physique tout à l'heure et l'activité physique n'y est pas. Vous connaissiez, vous, concrètement, la réflexologie ? À part, évidemment, un certain député qui faisait 2-3 choses il y a quelques années. Mais ce n'est pas très connu, en fait. Et on ne sait pas véritablement si c'est bien dit, si ce sont des pratiques validées par la science ou pas, et comment, finalement, on va se retrouver quand on est dans une association locale en disant « un patient vient parce qu'il est traité pour tel ou tel cancer, et finalement, je vais lui proposer de la réflexologie. » Mais est-ce que finalement, je ne vais pas l'amener dans un risque particulier? Et jusqu'où est-ce que faire du bien ne peut pas être dangereux dans la mesure où il n'y a pas nécessairement d'études? Et effectivement, l'ADN de la Ligue a toujours été de promouvoir la recherche. Et vous allez voir à quel point de ces mots qui ont l'air relativement simples et sur lesquels tous ont l'air de dire qu'ils font une pratique bienveillante, qui sont là pour aider avec une philosophie du care, mais potentiellement on peut amener des personnes à être mises en danger. Le problème a démarré, et c'était magnifique ce matin, cette présentation, évidemment, quand on parle de la génétique, quand on parle de choses très, très, très pointues, évidemment, de l'organe, de la cellule, du gène, finalement, les personnes, elles ont envie peut-être d'autres types de pratiques, parce qu'effectivement, dans les médias, mais aussi dans un certain nombre de supermarchés aujourd'hui, vous avez des compléments alimentaires, ou parce que vous avez des troubles du sommeil, on va vous dire qu'on va utiliser tel complément alimentaire, ou telle tisane, ou telle huile essentielle qui pourrait avoir un impact. Et effectivement, il y a une forte et une grande ignorance, non seulement peut-être vous allez voir des professionnels, mais aussi des patients en disant que ça ne peut pas me faire du mal, puisque c'est naturel. C'est un remède naturel, c'est une plante, donc ça ne peut pas être agressif. Et effectivement, on va aujourd'hui promouvoir beaucoup de mots, pratiques complémentaires, médecine traditionnelle, vous voyez, remède naturel, médecine douce, soins de support, bref, beaucoup de pratiques qui sont ici proposées, et avec l'idée que parce qu'effectivement ce n'est que de la relation humaine, soi-disant, il n'y aura strictement aucun impact sur la santé. La seule enquête un peu sérieuse, française, a été menée en région parisienne et montre que 85% des patients traités pour un cancer prennent une solution. Et à peu près la moitié ne disent rien à leur oncologue. Jamais. Jamais. Et effectivement, cette omerta, on a voulu aller plus loin avec une de mes étudiantes en thèse, médecin généraliste de formation. On a fouillé les réseaux sociaux fermés de forums de patientes qui étaient traitées pour un cancer du sein et qui se donnaient des informations. Et on a fouillé 250 000 posts, vous voyez, chaque publication sur Facebook, et ce qu'elles peuvent dire.
et on a regardé le contenu de ce qui était proposé. Effrayant, incroyable, ahurissant, 13 000 mots, 13 000 termes de pratiques, des plantes, des pratiques qui vont être corporelles. Vous avez entendu parler du yoga, du tai chi, donc j'évoquais la réflexologie, la sophrologie, des plantes et des compléments alimentaires dans tous les sens, des pratiques naturopathiques et ainsi de suite. Et finalement, on se rend compte que dans les dossiers médicaux de mon propre institut, l'Institut du cancer de Montpellier, lorsqu'on regarde les dossiers médicaux, il n'y a rien. Rien. Quasiment aucune information sur le pamplemousse. Et vous avez tous connu évidemment les risques du pamplemousse vis-à-vis des interactions avec les médicaments. Oui, potentiellement. Mais il n'y a quasiment aucune indication particulière. Et on avait pu interroger une pharmacienne qui disait « Oh, il y avait un patient qui prenait un demi-litre de jus de pamplemousse tous les matins. » Donc vous imaginez les conséquences au regard des coûts que peuvent évidemment engendrer un certain nombre de thérapies s'il y a des interactions, des toxicités sur les cytochromes ou sur un certain nombre de problématiques. Et puis, quand on s'intéresse au sujet, on commence à aller plus loin, j'en parlais avec Daniel Nizri, on va aller voir un certain nombre de grands professeurs de médecine. Daniel Schwartz. Je cite l'autre ou pas? Parce qu'il est un peu de Montpellier, donc c'est un peu gênant, mais Henri Joyeux, en disant mais vous en faites pas, arrêtez avec votre cancer, c'est très simple, arrêtez les traitements, ça sert à rien en fait. Il y a plein de pratiques tout à fait miraculeuses qui fonctionnent et je vous les recommande. Et avec un charisme absolument impressionnant qui fait qu'il remplit un grand amphithéâtre sensiblement, facilement, avec des millions de vues sur Internet. Mais s'il n'y avait que ces grands médecins ou en tout cas ces médecins connus avec beaucoup de gouailles, ça suffirait. Mais non, vous avez aujourd'hui des plateformes de praticiens non conventionnels, donc là je vous en cite, je ne vais pas trop leur faire de publicité, mais sur lequel tout patient peut aller sur Internet pour trouver à distance le naturopathe, le sophrologue, etc., prêt à donner des conseils pour les malades. Mais ça ne suffit pas. Vous avez également tous les influenceurs sur les réseaux. Vous avez peut-être entendu parler de ce monsieur qui est à Perpignan, qui a 80 millions de vues sur YouTube, 80 millions de vues sur YouTube, en disant qu'on guérit un diabète par le jeûne intermittent, on guérit par des plantes et par des extraits de plantes et ainsi de suite, et sur lequel, de façon décomplexée, effectivement, on va reprendre dans les médias un certain nombre d'informations et sur lequel des patients un peu sensibles ou des associations, comme des associations locales de la Ligue, peuvent être éventuellement motivés à dire « et pourquoi pas » finalement. Il y a également des applications, plein d'applications aujourd'hui où on va avoir de la gestion du sommeil, on va avoir de la gestion du jeûne, on va avoir également des plateformes, donc arrivent des plateformes de médecine chinoise sur lesquelles il y a un effet tout à fait majeur et reconnu en Chine d'un champignon, et ce champignon-là a un effet anticancérigène tout à fait majeur, dont des patients vont utiliser, vont les commander sur Internet, ils n'ont même plus besoin de passer par la pharmacie, ils les commandent et ils vont l'utiliser, évidemment toujours sans qu'il n'y ait aucune information donnée à l'équipe d'oncologie au sens large du terme. Évidemment, vous avez le même marché, mais aux États-Unis. Vous pouvez également commander, ok, j'ai rien contre les Chinois, vous avez pareil pour les magasins américains pour commander des produits. Et vous avez aujourd'hui un développement de centres. Heureusement, on est très loin, à Montpellier-Rennes, c'est très loin, mais de l'autre côté de la frontière, de Strasbourg, donc à 5 km, vous avez un centre, ça s'appelle le Centre de traitement anti-cancer en français, en disant la guérison du cancer, c'est très simple, c'est l'injection de vitamine C à forte dose et vous allez voir, vous allez guérir. Mais décomplexé, c'est-à-dire que vous avez l'impression que ce sont des thérapeutiques tout à fait pertinentes et tout est fait pour dire que finalement vous allez guérir du cancer grâce à ça. On a aujourd'hui une impression, mais parce que je regarde ça de près, parce que je travaille aussi avec le groupe d'appui technique du ministère de la Santé et sur ces questions de dérive sectaire, mais à une explosion de l'offre et qu'effectivement, vous allez être dépourvu demain dans les associations parce qu'effectivement, de plus en plus de personnes, souvent bien intentionnées, je voudrais insister là-dessus, pas mal intentionnées, mais bien intentionnées, voulant aider et en disant « mais moi, vous allez voir, il faut essayer cette pratique ou cette pratique ». Et effectivement, le problème, c'est qu'il y a une omerta très conséquente pour plein de raisons, et notamment quand on interroge les patients, parce que les patients disent qu'ils ne peuvent pas être compris par les soignants.
Donc si ça suffisait en termes de pratique, ben non. Aujourd'hui, on a évidemment des métiers qui se créent, qui sont hors du code de la santé publique. On l'a vu tout à l'heure avec la vidéo d'Iris. Un enseignant en activité physique adaptée n'est pas dans le code de santé publique. Un psychologue n'est pas dans le code de santé publique, au sens de ce n'est pas un métier de santé. Mais on va beaucoup plus loin. Vous allez avoir des sophrologues, vous allez avoir des psychosomaticiens, vous allez avoir... On en a trouvé, vous savez combien? Là, ici, 230 métiers associés au bien-être et sur lequel, partout dans nos régions, et partout, si vous regardez dans les rues, vous avez des plaques de psychanalystes, mais vous avez des mots assez étonnants, hein, donc, comme praticien bien-être, phytothérapeute, aromathérapeute, patient expert, bioénergéticien, chiropracteur, etc., sans aucune réglementation. Tout est possible. Et si ça ne suffisait pas, eh bien évidemment, il y a l'utilisation aujourd'hui de données de la science, mais extrapolées sans recherche clinique, et qui conduit parfois à des amalgames rapides. Ici, dans un papier d'un Science Magazine, vous pouvez voir qu'effectivement, il y avait chez la souris des études qui ont l'air de montrer que potentiellement, dans certains cancers, un régime particulier, le régime cétogène, pourrait avoir un intérêt pour la régression de la tumeur. Mais le problème, c'est que ça n'a jamais été testé chez l'humain. Et donc, évidemment, ce raccourci très rapide conduit à ce que, pour des charlatans, pour des imposteurs, ils vont directement passer de la logique mécanistique à la logique on va recommander pour des patients tel ou tel régime. Et ce qu'on s'aperçoit, quand on regarde un peu plus près, c'est que ce marché, il est absolument considérable. Le lien entre le soin et le bien-être, parfois, est un peu fragile. Et on a aujourd'hui un marché des compléments alimentaires, du bien-être, du bien vieillir, de la santé, de la beauté, de mind-body, donc tout ce qui ressemble à des pratiques psychocorporelles, sont en train de se développer. Et on a un marché qui est sensiblement autant que la fabrication d'avions dans le monde. Donc il est sûr et certain que plus on va avancer dans le temps et plus on va avoir ces offres, et il faudra forcément indiquer plus précisément ce qui relève de la science, ce qui relève de on va dire des pratiques charlatanesques, et de ce qui relève de ce qu'on ne sait pas encore. Donc voilà, 4 200 milliards d'euros, plus 5% par an, donc c'est une augmentation importante. Il y a beaucoup d'activités dans le secteur. Et donc, en termes de réglementation, c'est le dernier point, ben, effectivement, dans une équipe de soins de support, dans une structure hospitalière, dans une association, ben, on peut effectivement accueillir tous ces praticiens. Ils ont des formations parfois de 2 heures. Sophrologue, on peut l'être soit en une journée, soit on peut l'être en 3 ans. Ostéopathe, on peut l'être en quelques heures, ou on peut l'être avec une formation de 5 ans. Chiropracteur, enfin, etc., etc. Il y a plein comme ça d'impossibilité à ce jour d'avoir véritablement des pratiques. Elles ne sont pas tracées dans les dossiers médicaux. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est intéressant parce que c'était un peu la recommandation d'il y a plus de 60 ans dans le domaine du médicament. Comment, dans le médicament, il y a eu des progrès extrêmement significatifs, tout simplement de pratiques étaient enseignées par les maîtres ou d'intuition simplement de quelques patients. On en est là actuellement dans les interventions non médicamenteuses. Eh bien, il y a eu la fabrication d'un modèle de validation commun, consensuel, qui vaut à la fois pour la France, à la fois pour l'Europe et à la fois pour les États-Unis. Et effectivement, cette recherche fondée sur les preuves, avec un modèle de validation commun, peut conduire à effectivement l'identification des bonnes molécules aux bonnes doses pour les bons patients. Et c'est comme ça que la recherche a progressé de façon significative. Le problème, c'est quid donc des soins de support? Eh bien, un autre de mes thésards a travaillé sur la revue scientifique des modèles, donc des paradigmes d'évaluation autour de ces interventions non médicamenteuses. Perdu, il n'y a pas un modèle, ce serait trop simple, il y en a, ou il y en avait en tout cas en avril 2019, 46. Donc 46 modèles, frameworks de validation de ces interventions non médicamenteuses. Je vous résume de façon très rapide. Il y a ceux qui pensent qu'il faut juste interroger des malades, et il y a parfois des visions, en tout cas, de la santé publique en disant il suffit d'interroger des malades, et s'ils vont mieux, on peut conclure qu'il y a une efficacité, ou ceux de l'autre côté qui veulent absolument faire un essai randomisé contrôlé en double aveugle et sur lequel on va tenter de prouver quelque chose. Dans les deux cas de figure, vous comprenez qu'il peut y avoir des limites méthodologiques. Comment
évaluer en double aveugle sans que le patient soit au courant qu'il fait un régime, par exemple? Comment évaluer en double aveugle quelqu'un qui va chez le kinésithérapeute et qui fait un programme de massage particulier pour le lymphœdème? Comment évaluer pour une psychothérapie dans le décours d'une anxiété majeure, effectivement, quelqu'un qui va faire de la méditation particulière, un programme MBSR, ben, effectivement, il est au courant. Donc, effectivement, on a un problème méthodologique et c'est à ça qu'on s'est affronté avec un certain nombre d'amis pour éviter ça. Je vais y passer un petit peu de temps parce que c'est une vision américaine de l'oncologie de demain, appelée intégrative, et qui me préoccupe au plus haut point. Bon, il s'appelle Mao, donc c'est au-delà de la plaisanterie, premier auteur, mais en disant, il y a d'un côté, vous voyez sur votre droite, la chimiothérapie, la radiothérapie, la chirurgie ciblée, fondée sur des essais randomisés contrôlés, et tout le reste, les soins de support au sens large, la bobologie ou tout ce que vous voulez, en tout cas, on n'a pas besoin de faire des recherches, l'expérience patient suffit et on va proposer tout parce que finalement, c'est au patient à choisir ce qui lui fait du bien. Et effectivement, il y a une tendance, mais y compris en France, à un écartèlement en deux de ces pratiques avec une philosophie qui arrive, y compris dans les médias français, si vous voyez ce que je veux dire, sur lequel l'oncologie intégrative serait en fait deux parties tout à fait parallèles et sur lequel, évidemment, on aurait quelque part deux façons de traiter les patients et sur lequel ces disciplines ne devraient pas se regarder. Deux médecines, deux santé et deux formes d'oncologie. Et il y a vraiment une forte tendance en France, on pourra peut-être en parler. Donc tout l'enjeu pour éviter ça, c'est comment on peut faire de la science rigoureuse dans l'évaluation de ces interventions non médicamenteuses. Alors on a commencé un premier travail avec professeur Bruno Falissard, polytechnicien, médecin, responsable d'une grosse équipe de santé publique et ainsi de suite, et un certain nombre de personnes sur Paris pour dire comment on peut effectivement avoir des invariants méthodologiques rigoureux, en particulier pour les essais cliniques. Donc on a produit ce travail. Et puis, on a produit certains bouquins qui ont servi strictement à rien. Donc, les universitaires, ils font des bouquins ou des publications. En général, ça ne sert à pas grand-chose. Et comme l'a très bien dit Khaled, ça a changé au moment où on a créé une société savante. Donc, NPIS est une société savante qui s'intéresse à l'évaluation des interventions non médicamenteuses. Et là, on a été reçu par la Haute Autorité de Santé. Vous allez voir, on a été reçu par un certain nombre de personnes. Alors que quand on est chercheur, finalement, on n'est qu'un parmi d'autres et on n'a pas nécessairement un écho important. Alors, comment on a fait pour concevoir un modèle consensuel d'évaluation des interventions non médicamenteuses? Donc, effectivement, on a ciblé sur les interventions. On a pointé les invariants, on a suivi les recommandations internationales, donc de Mauer, de toute son équipe. On a aussi travaillé de façon intègre, de façon interdisciplinaire, intersectorielle. J'insiste là-dessus. On a associé des patients, des chercheurs, des praticiens et des opérateurs de santé, parce qu'on ne voulait pas des modèles, justement, c'était la critique des modèles publiés, parce qu'ils étaient pensés pour des chercheurs, par des chercheurs, et avec aucune application derrière. Et on a travaillé naturellement avec un groupe d'experts multidisciplinaires pour avancer de ce travail-là. On l'a présenté au ministère de la Santé lorsqu'on a fait notre premier colloque donc en décembre 2021 et sur lequel on dit on va faire ce travail ensemble. Je vous passe tous les détails et on pourra en parler si vous voulez. 1 an de travail sur ces recommandations, puis ensuite une amélioration avec 300 personnes et des visios pour arriver à consolider les recommandations qu'on allait faire. Un vote ouvert par collège de patients, praticiens opérateurs de santé et chercheurs, et une consultation des autorités et des sociétés savantes. Résultat, aujourd'hui, après 2 ans de travail, 1000 personnes, des heures et des heures et des nuits de réunions et autres, donc 28 sociétés savantes qui soutiennent le modèle d'évaluation, dont l'AFSOS, dont l'Association française d'urologie, par exemple, et également donc 3 autorités de santé, l'INCa, le Centre de la fin de vie et des soins palliatifs qui soutiennent également notre modèle, et on l'a restitué au Sénat le 6 octobre dernier en invitant et l'assurance maladie et les mutuelles en disant regardez, on a désormais un cadre scientifique et éthique
permettant d'identifier les interventions non médicamenteuses et effectivement peut-être de faire progresser quelque part demain la recherche en disant là, quand il y a des espaces vides, il faudra les remplir par des études pertinentes et là, par contre, arrêtons d'embêter des malades. J'ai beaucoup travaillé sur l'activité physique adaptée et la diminution de la fatigue au décours des traitements du cancer du sein et effectivement arrêter de faire l'étude numéro 28 pour embêter des malades alors que finalement tout est connu et su. Et donc cette présentation a été faite, vous avez à disposition évidemment sur le site et on a restitué et présenté à la fois au directeur général de la santé, à la fois à la haute autorité de santé, à la fois à l'assurance maladie, à la fois à la CNSA, à Santé publique France, bref, on l'a présenté ce modèle et concrètement on dit quoi ? On dit que dans les soins de support, il y a effectivement des interventions non médicamenteuses. Et les interventions non médicamenteuses, c'est un chaînon manquant entre des recommandations de santé publique, et tout à l'heure, Iris, on pourra en rediscuter, mais c'était presque ambigu, tu vois, sur faites de l'activité physique, mais entre faire de l'activité physique et effectivement un programme d'activité physique adapté permettant de réduire les douleurs musculo-squelettiques, on est dans quelque chose qui n'est pas exactement la même chose. Hein. Faire des fléchettes, ou faire un exercice de réentraînement à l'effort avec une séance d'1 heure par semaine ou 1 heure par jour, etc., on n'est pas du tout dans la même modalité. Et donc, une intervention non médicamenteuse, c'est effectivement une indication, c'est effectivement une population cible, c'est effectivement une dose, un contenu, et c'est potentiellement un professionnel qui a été formé spécifiquement sur cette intervention non médicamenteuse dans un contexte donné. Et peut-être qu'on en reparlera. Et donc, on en a fait une définition. On va considérer qu'elle est officielle en tout cas, mais c'est bien un protocole de prévention santé ou de soins efficace, vous allez voir pourquoi efficace, personnalisé, ça a été évoqué tout à l'heure, non invasif, référencé, encadré par un professionnel qualifié. Et vous voyez, il y a 3 grands domaines, les pratiques physiques, des méthodes de kiné, des programmes d'activité physique adaptée, des pratiques psychosociales, des programmes d'ETP, d'éducation thérapeutique, des programmes de prévention, et également des interventions nutritionnelles comme des régimes ou potentiellement des jeûnes spécifiques. Donc le modèle, il n'est pas tout à fait éloigné du modèle de validation des médicaments. Vous voyez, on en retrouve un petit peu les squelettes ou la philosophie Princeps, une étude mécanistique, une étude interventionnelle et une étude d'implémentation, ça c'est un petit peu nouveau, sur comment effectivement en fonction du contexte on peut le mettre en œuvre, parce que ce n'est pas parce que ça fonctionne en Chine que ça fonctionne nécessairement en France, et avec une recommandation pour les auteurs, je passerai dans les détails, mais en tout cas sur la description plus précise de ce qu'est ce contenu de l'intervention non médicamenteuse. Le mot activité physique, encore une fois, ne veut rien dire. Le mot psychothérapie est tellement large que ça peut dire tout et n'importe quoi. Et pareil, sur des études observationnelles, on a fait des recommandations avec tous les experts. Je vais essayer d'être concret parce qu'effectivement, là, je vais vous parler d'épistémologie. Maintenant, je vais vous dire, OK, très bien, mais dans mon association, concrètement, ça va servir à quoi ? Eh bien, ça va servir potentiellement à ce qu'un comité d'experts, compte tenu de ces études, puisse identifier des programmes d'activité physique adaptée, donc fondés sur la science, fondés sur des données probantes, puissent être proposés aux malades au décours de leur traitement de cancer, phase hospitalière, ou après. Et de la même façon, il y a des psychothérapies et il y a potentiellement des solutions nutritionnelles qui vont être meilleures que d'autres. Et donc, vous aurez la possibilité, si on crée, et j'espère qu'un jour, on va créer ce référentiel des interventions non médicamenteuses, où effectivement, gratuit, ouvert, vous aurez la possibilité de voir effectivement quelles possibilités d'intervention non médicamenteuse le patient peut disposer et comment cette intervention non médicamenteuse peut être déployée sur place parce que vous n'irez plus voir le kinésithérapeute, mais vous allez voir le kinésithérapeute avec potentiellement ce programme-là. Et ça veut dire que si, et c'est ça l'enjeu pour l'assurance maladie, si on trace le programme, ça veut dire que ça va pouvoir être intégré dans les modèles de remboursement. Et que demain, et ou l'assurance maladie et ou une mutuelle peut effectivement rembourser le programme. Et aujourd'hui, les mutuelles remboursent des médecines douces et elles remboursent des choses qui sont absolument charlatanesques. Elles se rendent compte qu'elles sont allées trop loin. Et l'enjeu, c'est effectivement qu'elles puissent rembourser des programmes. Et sur lesquels ces programmes, on pourra effectivement, parce qu'ils sont tracés,
améliorer leur potentialisation, leur implémentation, leur développement et la formation des professionnels qui vont avec, et évidemment le contrôle. Donc voilà plus concrètement encore comment ça pourrait se faire. Vous auriez la possibilité, selon les patients que vous avez dans les associations ou dans les centres, identifier un problème. On va parler par exemple de la douleur musculaire. Eh bien effectivement, on pourrait avoir un programme spécifique et on pourrait le mettre en œuvre concrètement sur le territoire et donc avoir une trace parce qu'il a une codification unique. On va organiser un congrès. Ce sera notre 12e sur les interventions non médicamenteuses. Ce sera à Paris du 16 au 18 octobre prochain à la Cité universitaire internationale de Paris où effectivement on réunit des experts. Mais l'enjeu, c'est à la fois d'en faire un modèle parce que c'est la France qui a innové, mais on veut que ce soit déployé au niveau européen. Donc l'INSERM nous aide au niveau européen pour aller plus loin sur ce modèle. Je voudrais vous dire qu'en complément de ce qu'on fait dans ce travail-là, qui était vraiment le travail de la Société savante, la Ligue nous aide en particulier pour le développement d'une application qui est gratuite, qui est publique, qui est destinée en fait à identifier les interactions entre les traitements du cancer et les plantes, les compléments alimentaires. Et donc c'est une base d'experts et c'est une base d'intelligence artificielle qui pointe 2 à 2 les risques. Et on voit souvent des pharmaciens qui vendent des produits qui peuvent avoir des toxicités vis-à-vis donc des traitements du cancer. Donc cette application, elle est tout à fait gratuite. Donc elle s'appelle Click Interact. Et on est en train de remplir la base de données. Mais encore une fois, comme je vous disais, 13 000 produits complémentaires. Et on en aura de plus en plus. Il va falloir donc véritablement être sensibilisé là-dessus. Donc concrètement, pour finir, eh bien effectivement, demain, j'espère que peut-être que cette antenne aura l'occasion donc d'avoir un référentiel à disposition, que ce référentiel permettra au moins de recommander aux patients les pratiques qui sont fondées sur la science, même s'il y a d'autres pratiques complémentaires, mais qui seront effectivement dans un second temps. Et je voudrais terminer parce que c'est mon maître quand même, hein, donc c'est mon 4e maître, mais j'y tiens beaucoup à cette personne qui m'a beaucoup encouragé, en tout cas, à aller plus loin dans cette recherche. Vous savez qu'il a été un petit peu à l'origine du plan cancer avec certains en France, mais voilà, il s'appelle Henri Pujol, je crois qu'il a été président, c'est ça Daniel, de la Ligue contre le cancer pendant très très longtemps, donc c'est Henri Pujol, et il nous encourage effectivement à aller plus loin. Je pense qu'on est au début du sujet, mais il y a 60 ans, peut-être que dans la recherche dans le médicament, vous étiez au début et qu'aujourd'hui vous êtes très très loin, et j'espère qu'on ira aussi loin que vous. Merci de votre attention. Pardon. Merci Grégory pour cette présentation qui était très, très claire, qui changeait bien sûr des présentations que nous avons eues ce matin, hein, très, très moléculaires. Mais on a parlé ce matin d'éponges ARN circulaires et puis on a parlé aussi de ciseaux moléculaires, donc on était aussi dans des choses un peu moins scientifiquement dans le verbe, scientifique dans le verbe. Bien, merci pour cette présentation. Je pense que vous avez bien posé le problème et je vous invite à poser des questions sur ce changement de paradigme, à mon sens, concernant la considération des soins de support et leur impact dans le traitement des patients. Des questions ? Ça y est, je l'ai. Oui, bonjour, Stéphane Deverneuve, je suis journaliste, en fait, je travaille pour le magazine Terre Agora. Professeur Lino, je voudrais juste revenir sur vos propos liminaires, si j'ose dire, quand vous avez cité un certain nombre d'acteurs qui seraient dans une espèce de flou dans le cadre des interventions médicamenteuses. Vous y avez associé les associations de patients indirectement par les patients experts. Moi, il me semblait qu'aujourd'hui, le statut de patient expert était en phase d'encadrement et en tout cas, pour un certain nombre d'entre eux, devait passer par une forme d'universitarisation, entre autres à la Sorbonne, si je ne m'abuse, sous les fourches codines du professeur Tourette. Et donc, j'étais un peu surpris de les voir ramener dans cette nébuleuse des intervenants qui pourraient finalement nous vendre de la bobologie ou de la bobothérapie. J'aurais bien aimé avoir quelques éclaircissements sur ce sujet, si vous permettez. Merci.
il y a des DU, par exemple, donc des diplômes d'université pour plein de pratiques complémentaires aujourd'hui. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des diplômes d'université que c'est nécessairement des formations. Et tout l'enjeu, c'est qu'effectivement, il n'y a pas aujourd'hui un cadre dans les métiers de santé, c'est-à-dire dans le code de santé publique. Aujourd'hui, il y a 24 professions. Et le patient expert, mais l'enseignant d'activité physique adaptée, le psychologue et d'autres métiers ne rentrent pas aujourd'hui encore, alors que Franck Chauvin en particulier l'a évoqué dans les plans qu'il est en train de développer, de nouveaux métiers de la santé sont en train d'arriver, mais aujourd'hui le cadre de la formation, de l'homogénéité, et l'initiative de la Sorbonne évidemment est remarquable, mais aujourd'hui le statut de patient expert rémunéré pour faire quoi, dans quelles conditions, aujourd'hui ce n'est pas encore le cas. Qu'est-ce qu'il a à faire, qu'est-ce qu'il peut faire? Dans l'idée qu'il y a une injonction sur la co-construction, par exemple, de programmes, oui, bien sûr. Luigi Flora, en particulier à Nice, il y a un programme européen où ils réfléchissent à ça. Qu'ils aient des missions, oui, mais est-ce que le statut et le métier, je parle bien de métier, est établi? Non. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'ambiguïté, en effet. Si je comprends bien ce que vous dites, en fait, vous appelleriez de vos voeux, outre un éclaircissement, une inscription dans le code de santé publique. Sinon, ils ne sont pas à même d'intervenir. Je veux juste être bien sûr d'avoir compris. Ce que je souhaite, ce que nous souhaitons, parce que je parle, hein, okay, c'est 1000 personnes, ce n'est pas moi, hein, mais nous sommes en train de dire il est temps de créer une limite entre les professionnels de la santé et ce qui relève des activités socio-culturelles. Pour être très clair, je vais essayer de vraiment l'illustrer. Dans un EHPAD, vous avez dans un temps à écouter de la musique et une activité sociale et sur lequel effectivement on est là pour écouter de la musique et d'avoir de la socialisation, c'est une activité socio-culturelle strictement indispensable. Et à côté, vous avez potentiellement un programme de musicothérapie qui va améliorer le trouble cognitif de la personne. Mais aujourd'hui, dans les EHPAD, les musicothérapeutes arrivent et font les deux activités en même temps. Il est temps de dire qu'il y a effectivement des acteurs de la santé avec l'éthique de la santé qui va avec. Et un doyen de la faculté de médecine de Montpellier, Jacques Bringer, disait « toute action de santé a des bénéfices potentiels, mais des risques ». Et effectivement, soit on est un acteur de la santé, mais on en prend toutes les responsabilités, et on en prend évidemment, vous voyez, toutes les questions d'assurance et de responsabilité, mais pas comme quelqu'un qui est dans l'entre-deux. Et le terme, pour être bien clair, intervention non médicamenteuse, est en train de définir, si vous voulez, des pratiques et des praticiens de la santé, différenciés de ce qui va relever de pratiques socio-culturelles. Je vais peut-être provoquer, mais notamment si vous connaissez bien France Inter, mais la psychanalyse est une activité culturelle. Par contre, des psychothérapies potentiellement à base d'inspiration psychanalytique pourraient être une intervention non médicamenteuse et devraient être faites par des psychologues comme une action de santé. Et aujourd'hui, à cause du bien-être et à cause de quelques médias, certainement pas vous évidemment, les ambiguïtés sont de plus en plus fortes et effectivement les gens veulent être dans l'un et dans l'autre. Ben non, effectivement il y a un temps de santé et il y a un temps, et donc dans un centre anti-cancer, et pour être très concret, ou dans une association de la Ligue nationale contre le cancer ou une association locale, concrètement il y a un temps de santé sur lequel effectivement on est là pour traiter selon des cadres bien établis, et à côté il y a une pratique culturelle. Et à côté, il y a une pratique culturelle qui peut aller jusqu'à une pratique, et je suis ici, pratique religieuse. Mais c'est de votre, et ça relève de votre spécificité, intimité. Et ça ne relève pas du domaine de la santé. Et aujourd'hui, ces amalgames sont très forts. Et aujourd'hui, les uns profitent de ce flou pour effectivement faire leur marché. Je pense aux naturopathes, je pense à plein de praticiens qui sont en train d'arriver. Et le problème, c'est qu'on ne peut quasiment pas les blâmer parce qu'ils font toujours preuve de bienveillance au départ. Ça se termine parfois très mal. Bien, merci. Une autre question? Oui. Oui. Merci beaucoup pour votre intervention. Je trouvais ça très intéressant. Je ferais juste une petite remarque. Je trouve que vous n'êtes pas tellement médiatisé. On n'entend pas beaucoup parler de vous. Enfin, vous, dans le sens de la société. Je trouve que ça serait plus intéressant. Moi, j'ai une question pratique à vous poser.
Dans la démarche que vous proposez, qui dit expérimentation, qui dit protocole, dit argent, qu'est-ce que vous imaginez comme modèle économique auquel ces interventions non médicamenteuses, à quelle agence ces interventions non médicamenteuses pourraient être proposées et qui les prendra en charge, puisque comme il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas d'industrie derrière? Merci pour la question, elle est fantastique. J'ai 2 heures devant moi. Ah, non? Ok. Alors, je vais essayer d'être court. On ne cherche pas la médiatisation, on cherche à ce que les choses avancent. On a vu Santé publique France, on a vu l'assurance maladie, on a vu la HAS, on a vu tous les décideurs français. On discute actuellement à étendre le modèle d'évaluation au niveau européen avec l'INSERM. Mais le gros problème, c'est que la France est ce qu'elle est, et donc on nous renvoie vers le guichet d'après en disant « Non, c'est plutôt à la CNSA de faire ». On va voir la CNSA, non, c'est plutôt à la CNAV de le faire, et ainsi de suite. Voilà. Donc, et oui, effectivement, on n'a pas d'impact médiatique parce que c'est pas aussi puissant que peut l'être une chimiothérapie, une immunothérapie qui tout d'un coup guérit un malade. Le média est intéressé par quelque chose qui est très spectaculaire. Nous, on fait que du bien aux malades. Ça n'a aucun intérêt en fait. Et donc c'est moins intéressant. Et effectivement, on a besoin de cet impact médiatique et les imposteurs parlent plus fort que nous. Et ils ont plus de relais politiques. Et effectivement, il y en a beaucoup dans les médias qui occupent cet espace et on a du mal encore à l'avoir. Moi, je pense que la science, elle est là pour avancer, quelles que soient les personnes. On va faire avancer cette science des INM et que progressivement, ça va se faire. Et c'est vrai que j'ai des copains en Australie ou au Canada où on voit que véritablement, il y a une communauté qui est en train de se structurer, mais comme on l'a fait dans le médicament. Et vous avez absolument raison, que la question suivante, c'est la propriété et l'industrie. Et ma naïveté d'universitaire me faisait penser que l'Europe était aussi intéressée par la santé. En fait, elle est intéressée que par les produits et les dispositifs de santé. Donc un produit médical ou un dispositif médical, medical device. Mais un service, on est là pour effectivement proposer des services humains, des humains qui soignent des humains. Et tout d'un coup, effectivement, c'est peut-être moins industrialisable. Et on est en train de se dire qu'il faut, et c'est pour ça que j'étais hier donc à Montpellier avec les juristes, pour dire qu'il y a de la propriété intellectuelle à penser. Et tous les investissements que fait la Ligue, notamment en particulier sur la recherche-action et sur la recherche clinique, je pense qu'il faut penser de la propriété intellectuelle pour effectivement que demain, il y ait aussi des retours, entre guillemets, sur investissement de ce qui est fait comme recherche. Mais attendez, on l'a fait pour la musique, on l'a fait, je vais prendre un très mauvais exemple, je suis désolé, il faut que je trouve mieux, mais le Big Mac, c'est un hamburger, ok, mais tout le monde peut faire des hamburgers, mais le Big Mac, il est protégé. Et donc, potentiellement, est-ce qu'il n'y a pas de la propriété intellectuelle à avoir d'une façon ou d'une autre pour qu'effectivement, il y ait une industrie, et une industrie des services de santé. Et donc, l'évolution qu'on est en train de voir quand même vers la prévention, vers une santé sur laquelle on va penser centré patient, approche biopsychosociale, amène à ce que effectivement les juristes vont se poser la question. Et on a quelques exemples magnifiques. Donc je l'évoquais, Mindfulness Based Stress Reduction. C'est une méthode de psychothérapie de réduction du stress et de l'anxiété. Et finalement, Kabat-Zinn en a fait véritablement une marque mondiale et sur laquelle il y a de la formation. Donc je pense qu'il y a une industrie, mais on est en train aussi de la penser. Mais avant de penser l'industrie, il faut penser le cadre scientifique. Donc on en est jusqu'à cette étape. Donc merci de la question. Elle est majeure. Une question ? Oui, bonjour, Fanny Rowe du comité 35. Je voulais avoir quelques précisions sur votre définition de la médecine intégrative, parce que je n'avais pas un regard aussi scindé. Et je me demandais notamment si vos travaux s'inscrivaient en lien avec la chaire de santé intégrative qui a été créée au CNAM, la CNAM il y a quelques années. Si je m'abstiens, ce ne serait pas bien. Si je dois dire quelque chose, je pense que cette vision-là, en tout cas, est aujourd'hui à comprendre qu'on a besoin de plein d'activités pour aider les malades à vivre plus longtemps et mieux. Et qu'effectivement, on est aujourd'hui à chercher de partout. Cette logique intégrative veut tout intégrer.
je voudrais être très concret et très précis pour vous illustrer le propos. L'oncologie intégrative dit il y a la médecine conventionnelle, okay, et il y a à côté les médecines traditionnelles. Et donc je vais prendre tout et je vais essayer de voir s'il n'y a pas des pathologies qui ne sont pas identifiées par une autre médecine que la médecine conventionnelle. Je vais essayer d'être concret. Vous avez la stagnation du qi du foie dans la médecine chinoise, qui n'a aucune validité dans la médecine occidentale et sur lequel on va traiter par une solution d'acupuncture particulière vis-à-vis de cette pathologie. Vous me suivez? Et donc, cette vision intégrative amène à intégrer des systèmes de pensée médicaux, médecine chinoise, mais pas que, médecine ayurvédique, médecine qui s'appelle Unani, une autre médecine qui s'appelle médecine Siddha, etc. Donc il y a plein d'autres types de médecine et sur lesquels c'est d'autres types de logique. Le problème, c'est qu'il y a des dizaines, et l'OMS a recensé des dizaines et des dizaines de médecines traditionnelles. Hein. Vous avez, pourquoi pas ici en France, hein, mais vous savez, les coupeurs de feu. Certains radiothérapeutes ne le disent pas, mais veulent amener vers le radiothérapeute. Bref, ces pratiques-là, soit on considère que c'est qu'une seule médecine et on va faire une recherche pour arriver à vérifier si effectivement cette acupuncture marche bien en France, qu'elle marche en Chine, pourquoi pas. Mais il y a tellement de problématiques culturelles que est-ce qu'elle est reproductible ici ? Et donc, effectivement, on a besoin de faire ces recherches-là plutôt que de le décréter en disant c'est parce que ça marche que ça doit marcher partout. Je pense qu'il y a un vrai travail de rigueur. Et aujourd'hui, effectivement, il y a dans la presse, mais il y a également un peu partout, l'idée qu'il faut ouvrir la boîte de Pandore. Moi, je pense qu'il faut y aller pas à pas et proposer aux malades ce qu'on sait. C'est Henri Pujol qui me l'a appris, mais en disant on commence d'abord par des certitudes avant de commencer à aller dans des endroits un petit peu problématiques. Et je me rappelle des discussions qu'il avait avec David Servan-Schreiber, où David Servan-Schreiber allait un petit peu loin, quoi. Mais qu'il soit un bêta-testeur et qu'il le dise très bien et que c'est intéressant. Mais à un moment donné, il faut en passer par quelque chose qui est l'épreuve des faits, de la reproductibilité et de la précision des contenus. Okay, merci. Philippe Collet de la Loire. Où mettez-vous l'homéopathie qui est réalisée par des praticiens CSP, mais dont l'efficacité médicamenteuse est loin d'être prouvée et même déremboursée? Aujourd'hui, l'homéopathie est un médicament. J'ai répondu à la question. Ils veulent être un médicament, donc ça ne me concerne pas. Ce n'est pas une intervention de médicamenteuse. Philippe? Je reviens simplement sur la médecine intégrative. Présente-toi, Philippe. Philippe Martin, donc oncologue et administrateur de la Ligue. Je reviens sur la médecine intégrative dans le fait que vous soyez très prudent et informé sur le fait que sous ce terme-là, on peut intégrer différentes médecines qui n'ont aucun intérêt et qui ne sont pas prouvées. Par contre, elle a une dimension, c'est-à-dire qu'actuellement, dans la médecine traditionnelle, le patient il est coupé en tranches de saucisson suivant qu'il va avoir une chimiothérapie, qu'il va avoir un traitement, etc. Et donc il a affaire à plusieurs spécialistes, mais sa dimension, on va vers une médecine personnalisée, sa dimension humaine intègre n'est pas prise en considération. C'est un peu l'élément de la médecine intégrative, c'est-à-dire s'adresser à la dimension personnelle. Alors évidemment, qu'on y mette n'importe quoi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça aurait peut-être été l'objet de mon ami Alain Toledano d'avoir ouvert ce champ sous la forme d'une chaire de médecine intégrative, et là d'essayer de démontrer que ce qu'on va mettre parallèlement à la médecine traditionnelle, des choses qui soient validées scientifiquement. Très bien. Pareil, 1 heure de réponse. Donc, effectivement, donc la question a été posée. Je n'ai pas dit le nom, mais je vais dire Alain parce qu'Alain est très connu, en effet. Mais Alain, c'est un acteur, c'est un praticien. Il a une structure. Et donc, en tant que structure, il a une chaire, mais il a surtout une structure. Donc, il a le droit d'essayer plein de solutions. Moi, je vais le redire. Peut-être que c'est la médecine qui a oublié, qu'elle a oublié d'être humaniste dans certains moments. Et qu'à Montpellier, les 1000 mètres carrés d'espace de soins de support,
avec psy, assistante sociale, diète, kiné, APA, mais en fait, les interventions non médicamenteuses, elles sont dans le centre. Dans le centre. Et il y a des risques, et je pourrais l'évoquer s'il y a des Niçois dans la salle, de l'Institut Mozart qui est créé à Nice, avec un potentiel sur lequel les soins de support pourraient, je dis bien pourraient, hein, en tout cas il y a une velléité, et j'en ai discuté avec son directeur, mais que ça passe dans une structure bis, à l'IGR, il y a la même volonté que effectivement les soins de support soient relayés dans un deuxième temps dans une médecine secondaire. Moi je ne crois pas. Je pense que c'est le pire qui va arriver, et si j'étais patient, je voudrais effectivement qu'il n'y ait qu'un seul endroit, et sur lequel, dans cet endroit, il y a un service, on en parlait beaucoup avec Aled, mais en tout cas de l'idée qu'il y a un service de soins de support. La médecine, elle a traité la tumeur, mais elle a traité la personne, et elle a traité dans un lieu unique, pas dans un lieu secondaire annexe sur lequel il y a des charlatans qui peuvent venir faire leur marché. Et je vous promets, dans plein d'endroits sur lesquels aujourd'hui, il y a effectivement, et même chez Alain, et je l'ai dit très clairement, et on se connaît suffisamment bien avec Alain, qu'il y a des personnes qui viennent faire leur marché et vendent leur business dans ce genre d'institut, et dans des associations qui sont... pas très loin du nord de la France ou pas très loin du sud de la France, je ne dirais pas leur nom, sur lequel ils font leur marché avec des gens qui viennent vendre des choses qui sont ahurissantes. Mais qu'ils les vendent comme des pratiques spirituelles, aucun problème. Aucun problème. Mais qui disent bien que c'est des pratiques spirituelles, que ce ne sont pas des pratiques liées véritablement à la santé avec une action directe sur la santé. D'autres questions? Une question tout en haut là-bas. Oui, donc bonjour, Servane Tozig, je suis chercheuse en cancérologie. Merci pour cette présentation, c'était vraiment passionnant. Alors quand on cherche dans le cancer, on devient vite une personne ressource ou un interlocuteur privilégié pour les gens qui ont un cancer. Et alors moi, j'ai vraiment vu ce que vous décrivez, c'était surtout au sujet du jeûne, où des gens viennent me voir et me disent « je vais commencer un jeûne » et tout ça. Et donc, vous qui avez fait la biblio, parce que j'ai essayé de la faire, mais elle est quand même pas simple, qu'est-ce qu'on peut répondre? Parce que j'ai un vrai sentiment de non-assistance à personne en danger, en fait. Alors aujourd'hui, la meilleure recommandation, c'est le rapport NACRE qui a été fait il y a 3 ans, disant que pour l'instant, en l'état des connaissances, merci de la question, il n'y a aucun jeûne à faire pour un patient traité pour un cancer, et c'est une mise en danger parce qu'il y a une fonte musculaire, et s'il y a une fonte musculaire, celui qui perd du muscle va décéder plus rapidement. Je vous la fais courte, hein. Mais effectivement, il y a quelques essais cliniques actuellement, dont un dans mon centre à l'Institut du cancer de Montpellier, sur lequel effectivement un jeûne intermittent et pas un jeûne complet dans un temps donné, voilà. Mais comme vous l'avez dans la recherche biomédicale, on est à l'étape de la recherche, et arrêtons, et surtout ne faisons pas les Didier Raoult. C'est pas parce que potentiellement dans la recherche il pourrait y avoir des choses intéressantes que c'est directement, ça marche, et il faut le dire. Donc aujourd'hui, l'état des connaissances, et on en a fait des recos dans différentes sociétés savantes, non, vous ne devriez pas, il n'y a pas d'indication particulière. Oui, Philippe. Bonjour. Pardon. Georges Noël, radiothérapeute PU à Strasbourg. Bonjour. Est-ce que vous ne croyez pas, et ça a été une petite lutte chez nous à Strasbourg, que l'université devrait aussi, alors que l'on ne se méprenne pas sur la terminologie que je vais employer, enseigner ce type de pratique, non pas pour en faire la publicité, on est bien d'accord, et je suis bien le premier à lutter, même si on a beaucoup de coupeurs de feu téléphoniques, non pas pour favoriser, mais pour savoir quoi répondre. Parce qu'on a beaucoup de praticiens, je pense, des médecins généralistes qui ne veulent pas faire mal, mais qui se retrouvent devant un fait accompli. Et devant la détresse et leur solitude, on peut comprendre que, sans cautionner, ils n'ont pas d'argument pour s'opposer. Et est-ce que notre faculté ne devrait pas enseigner pour, je dirais détruire ce que d'aucuns vendent très bien, hein, sur le plan tapis, ils vendent bien, mais voilà, on sait le résultat. Merci de cette question. Donc, nous avons réussi à faire passer en 2020, dans la réforme des études médicales, en 5e année, 20 heures de cours sur les interventions non médicamenteuses. Donc pour tous les médecins,
aujourd'hui, ils ont 20 heures de cours. Vous allez me dire que c'est peut-être trop ou pas assez, mais en tout cas, c'est un début. Et la réflexion qu'on a eue, et je voudrais tellement insister là-dessus, en disant, les interventions non médicamenteuses, il y en a aujourd'hui des validées, et qu'un médecin devrait les recommander, en disant qu'effectivement, celles-ci, elles sont validées. Et peut-être d'arrêter de s'attarder, entre guillemets, et surtout de discréditer ces croyances chez les patients. Parce que pour plein de raisons, nous sommes des humains et nous avons le devoir, le besoin, la nécessité de croire. Et je pense qu'il ne faut pas leur interdire. Mais par contre, il est important de pouvoir les tracer dans les dossiers médicaux. Et c'est un de mes combats dans notre équipe de recherche qui est centrée sur les data. On voudrait effectivement collecter, si vous voulez, ce qui est le in et ce qui est le off. Et que effectivement, tant qu'il n'y a pas de dangerosité, il faut effectivement l'évoquer. Mais j'insiste, aujourd'hui, un médecin devrait au moins poser la question sur ces pratiques, plutôt que éventuellement de ne pas regarder, de ne pas poser la question. Et donc on est en train de sensibiliser, dans mon labo, on a beaucoup de médecins généralistes, effectivement, qu'il y ait au moins les questions minimales à poser, soit un oncologue, mais soit une infirmière, soit un médecin généraliste, soit potentiellement un pharmacien, mais en tout cas d'avoir une trace. Et je pense que demain, effectivement, on va avoir les traces, et que, là encore, il doit y avoir dans les médecines traditionnelles des pépites qu'on a dû ignorer, et potentiellement qui a un effet significatif pour certains patients, et qu'au lieu de les ignorer, il faut effectivement, plutôt que ce soit encadré, plutôt que de pratiques qui sont sauvages et sur lesquelles on conduit à parfois des retards de diagnostic, des errances thérapeutiques ou des manipulations qui ont conduit au décès d'une personne décrite hier dans France Info. Merci de la question. Philippe ? Oui, là, vous avez posé une question en disant que les soins devaient être dans les mêmes structures, éventuellement dans les grosses structures. À la Ligue, on ne fait pas forcément des soins dans les structures. D'où je rebondis sur le début de votre intervention. Ce qui est important, c'est de bien penser que quand on a soin de support, il y a le terme de soins, et qu'il faut absolument que ces soins soient faits, quel que soit l'endroit, mais avec des recommandations spécifiques pour qu'ils soient bénéfiques. Parce que si on ne le fait que dans certaines structures, on sait que l'avantage des comités, c'est qu'on peut être présent dans différents endroits et pas forcément dans les structures. Donc, on a besoin absolument d'un tel référentiel pour être adapté. Merci de la question. Je me suis mal exprimé ou je n'ai pas complété. Mais effectivement, l'idée d'avoir des cahiers des charges d'intervention, c'est effectivement de maintenir le même niveau de qualité, que ce soit dans un centre, dans une association, où vous savez aujourd'hui, les MSP, les maisons de santé pluriprofessionnelles, mais vous avez aussi entendu parler des maisons de sport santé, mais aussi dans les associations, qu'effectivement ces cahiers des charges soient faits. Et le problème, c'est que, mais ça a été tellement bien dit tout à l'heure par la vidéo d'Iris et de la Ligue, on va personnaliser. Le problème, c'est qu'on personnalise tellement qu'on dénature complètement la pratique, et que la pratique, il n'en reste rien. Et tout l'enjeu, c'est qu'effectivement, on respecte, entre guillemets, les doses. Et tout l'enjeu, et vous avez absolument raison, c'est pour ça qu'on voudrait, en tout cas, on va faire un colloque à Lyon sur les soins avec le réseau Aura, le réseau de la région Rhône-Alpes, mais pour effectivement lancer ce premier référentiel. Et il faut que vous en ayez une capacité à le consulter, à l'utiliser et effectivement à le tracer. Donc je suis complètement d'accord, hein, c'est pas qu'à l'essence. C'est vraiment toute la chaîne du parcours. Et parfois, il y a des patients qui vont avoir des traitements à vie. Donc effectivement, il faut que ça puisse se continuer. Donc c'était bien d'apporter cette précision. D'autres questions ? Jackie Collet, CD72. Dans les 200 noms que vous nous donnez de pratiques, ce qui me pose question, c'est par rapport aux psychologues. Parce qu'enfin, je croyais qu'ils avaient été reconnus dans le Code de la santé publique comme acteurs de la mise en œuvre de la politique de santé mentale. Alors ça me gêne un peu de le voir au même titre, alors que c'est enseigné depuis je ne sais pas combien de temps, il y a combien d'universités de psychologie. Voilà, merci.
C'est une bonne question. Les psychologues vont être dans un registre dans les ARS, Agences régionales de santé. Effectivement, ils sont identifiés, mais réglementairement, selon le code de santé publique, ce ne sont pas des acteurs de santé. On pourrait en discuter très longtemps. En fait, ils n'ont jamais voulu d'ordre des psychologues, donc ils ont refusé d'avoir un ordre, donc ils ont voulu toujours être un peu à l'écart. Et le problème majeur, c'est qu'il y a des psychologues qui veulent respecter les interventions non médicamenteuses et effectivement avoir des process et un fondement basé sur la recherche. Et puis il y a un groupe de psychologues sur lequel ils veulent absolument sortir de ça pour plein de raisons et sur lequel ils veulent être plutôt de l'activité socioculturelle. Et donc il y a un conflit chez eux, mais on a les mêmes chez les ostéopathes, on a les mêmes chez les kinés, on a les mêmes aujourd'hui entre des ostéopathes qui veulent véritablement faire le travail de recherche. Et grâce à notre modèle, on va pouvoir leur dire maintenant, vous allez pouvoir faire de la recherche sérieusement et vous allez pouvoir montrer si vos protocoles sont reproductibles, efficaces. Et pour les psychologues, c'est la même façon. Et donc, ils nous soutiennent sur notre modèle. Je vous promets que ça a été une belle aventure. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'aurais une question par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure et évoqué. C'est la problématique du modèle économique. Parce que ces soins de support sont faits par des professionnels. L'assurance maladie, peut-être que les mutuelles pourraient apporter une contribution, je ne sais pas sous quelle forme, mais aujourd'hui, le problème, comment peut-on le résoudre? Alors, quand on discute avec Dominique Martin, donc le directeur médical de l'assurance maladie, vous savez qu'il y a une grande réflexion actuellement sur le remboursement d'un programme d'APA au décours des traitements d'un cancer du cancer tout court. Le gros problème, c'est que comme il y a ambiguïté, mais votre ambiguïté, elle est dans votre vidéo, elle est magnifique. Il y a écrit activité physique. L'assurance maladie dit, mais attendez, je ne vais pas rembourser toute l'activité physique à vie pour tous les malades. Je ne vais pas payer toutes les salles de sport. Donc forcément, ils font machine arrière en disant, mais non, il n'y a pas de modèle économique pertinent. En revanche, si on parle d'une intervention non médicamenteuse, donc d'un programme d'activité physique adapté durant les traitements, durant temps, avec effectivement un coût particulier, si effectivement derrière je peux économiser une hospitalisation, je peux économiser une infection, je peux économiser potentiellement un incident chirurgical, je peux économiser, etc., une chute ou d'autres conséquences, une autonomie, un retour au travail plus précoce. Donc il y a plein de réflexions là-dessus, mais l'assurance maladie est OK pour le faire. Et pareil pour, ils vont voir les assureurs, où ils vont voir les mutuelles, et les mutuelles disent ben oui, nous on s'est plutôt bagarré aujourd'hui à payer des forfaits médecine douce, parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Mais le problème, c'est que pareil, ils veulent financer l'activité physique, mais toute l'activité physique. Donc effectivement, il y a un modèle économique à voir, et il y a un deuxième aspect, parce que les économistes n'ont vu que l'impact du coût direct, mais il y a aussi des coûts indirects. En gros, quelqu'un qui a un niveau d'activité physique et une condition physique meilleure résiste mieux au traitement du cancer. Donc ça veut dire qu'il y a dans certaines immunothérapies un effet synergétique, ou synergique en tout cas, entre un traitement et un programme d'activité physique. Pareil pour le pharmacien qui conçoit aujourd'hui des programmes d'éducation thérapeutique pour faire comprendre qu'une chimiothérapie qui est prise de façon orale, pour plein de raisons, il y a des patients qui ne vont pas le prendre correctement. Eh bien, ce programme-là va potentialiser l'effet de la chimiothérapie. Et il y a des effets après indirects, mais aussi importants, qui sont les coûts sur la famille. C'est-à-dire comment, parce que j'ai un proche qui a le cancer, ben finalement, j'arrête de travailler, et il y a des impacts qui sont secondaires. Et donc, si on regarde, et les économistes ont regardé cet impact qui est avec des mesures économiques plus larges, pas que les coûts économisés, mais potentiellement les coûts indirects, l'intervention non médicamenteuse, elle est très bénéfique. Pour résumer, 1 euro investi, 5 euros économisés dans certaines pathologies, c'est très très bien démontré. Lise Rocher, qui est une économiste de santé française, l'a très bien démontré. 1 euro investi dans les ILM, c'est 5 euros économisés. Donc ce n'est pas un problème économique, c'est aujourd'hui une question de tuyaux et de fabrication de ce tuyau pour les mettre dans les parcours, comme vous le disiez.